Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis Tel Aviv, c'est le morning et vous êtes sur i24 News. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. On commence cette édition par la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, c'est le grand titre de la journée. François Hollande est arrivé hier en Israël. Alors il a été accueilli comme promis par Netanyahou avec un tapis rouge. Qu'en disent les commentateurs israéliens ce matin ? Alors, vous le savez, les relations franco-israéliennes ont connu des hauts et des bas. Vous allez certainement parler avec l'ambassadeur Eli Parnavi tout à l'heure. On pourrait même faire un hit parade de la chanson française qui correspond le plus à cette relation. Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg ou encore la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Alors bien sûr, Paris et Jérusalem eurent des orages, mais en ce jour du 18 novembre, la relation est une relation sans nuages. C'est en tout cas ce qu'estime ce matin Shlomo Cohen, le caricaturiste du Israël Hayom, qui dessine, vous le voyez, un énorme j'aime à l'avion présidentiel français sous le ciel ensoleillé de Tel Aviv. Alors pour le Maariv, le président Hollande, c'est tout simplement l'hôte qu'il faut, au moment qu'il faut. Le chef d'État français atterrit hier en Israël alors que Netanyahou est en proie à une crise de confiance avec le président Obama et le secrétaire d'État John Kerry. Après avoir torpillé la signature d'un accord avec l'Iran la semaine dernière à Genève, eh bien Hollande a réaffirmé hier que Paris ne céderait pas sur le dossier iranien. Un invité de marque, certes, mais Israël aurait tort de trop faire confiance à la France, estime dans les mêmes colonnes Nadav Eyal. Le Premier ministre Netanyahou a certes prononcé quelques mots en français hier en accueillant Hollande, mais son niveau de français ne lui permet pas encore de lire les éditos du Monde ou de Libération. Et s'il pouvait les lire, nous dit Nadav Eyal, eh bien il comprendrait que Paris est un soutien, oui, mais un soutien bancal. Durant la conférence de presse, Hollande a certes affirmé qu'il souhaitait empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais quand il est entré dans les détails, eh bien il s'est avéré que la France était plus proche que jamais d'accepter avec les grandes puissances les contours d'un compromis avec l'Iran. Compter sur les Français, nous dit encore Nadav Eyal, serait une grave erreur. La diplomatie française se distingue souvent par sa très grande flexibilité et François Hollande, lui, est connu pour être très flexible, voire quasiment élastique. Voilà pour le Maariv. L'accolade française titre de son côté le Yediot Aharonot, mais son éditorialiste vedette, Shimon Schieffer, lui, refroidit quelque peu l'idylle. L'histoire complexe des relations franco-israéliennes nous enseigne que les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir les rivaux de demain. Rappelez-vous de cette phrase malheureuse, conclut le journaliste, celle de De Gaulle en 1967, qualifiant le peuple juif d'un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Dans les relations entre les États, il ne faut pas se laisser attendrir par les accolades et les déclarations d'humour. Fin de citation. C'est signé Shimon Schieffer dans l'Yediot Aharonot. Alors, on le sait, les pourparlers à Genève sur le nucléaire iranien qui reprennent mercredi vont être cruciaux. Mais s'ils échouent, ces pourparlers, Israël pourrait bien agir en cavalier seul. Oui, en tout cas, il en serait capable, c'est tout du moins ce qu'a estimé dans une interview au Financial Times l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou. Il s'appelle Yaakov Amidror et cet entretien est relayé ce matin en une du Israël Hayom, le journal proche du pouvoir. Eh bien, il affirmait que l'armée israélienne effectuait depuis plusieurs années des vols de longue distance pour simuler une frappe sur l'Iran, situé à quelques 2000 km des frontières israéliennes. Ce n'est pas du bluff, a-t-il asséné. Nous n'avons pas les capacités des États-Unis, certes, mais nous sommes tout à fait capables de retarder le projet nucléaire iranien pour un très long moment. Et puis enfin, interrogé par le journal sur la disposition du Premier ministre à prendre une telle décision, eh bien, il a estimé que Binyamin Netanyahou en était tout à fait capable. Et on termine, Cyril, cette revue de presse par des images que vous avez sélectionnées ce matin dans la presse arabe. Les premières sont égyptiennes, les secondes palestiniennes. Oui, regardez plutôt, c'est le quotidien égyptien Al-Masri Al-Yom, l'Égyptien aujourd'hui, qui s'est procuré ces images. Ce sont celles du président déchu, Mohamed Morsi, qui apparaît pour la première fois en tenue de prisonnier dans la prison de Burj El Arab, dans les faubourgs du Caire. Voilà, et tout sourire, le président Morsi apparemment, donc il veut communiquer aussi son optimisme. Et puis terminons, si vous le voulez bien, Barbara, par cette image. Alors ça vous fait penser à quoi cette image, Barbara? Petite question du matin. Franchement, pas grand-chose. Eh bien écoutez, c'est tout simplement un piège à animaux, et plus précisément un piège à cerfs ou à cochons, et il est utilisé par des agriculteurs de Naplouse en Cisjordanie, des agriculteurs palestiniens qui en ont ras-le-bol de voir leurs voisins des localités juives de Cisjordanie venir piller ou attaquer leurs champs d'oliviers, et donc ils s'en remettent à de vieilles méthodes, celle du piège animal pour prendre au piège les voisins juifs de Cisjordanie. Merci beaucoup Cyril Amar, on se retrouve tout à l'heure.
François Hollande est donc le 4e président français à se rendre en Israël et ses visites présidentielles ont été au fil des années le thermomètre des relations entre les deux pays, parfois éclaboussées d'incidents. Rappel en images signé Betsabé Salem et on en parle juste après avec notre invité Elie Barnavi. François Mitterrand est le premier président français à se rendre en Israël en 1982. Et c'est l'occasion pour lui de rappeler l'attachement du peuple français à l'existence et à la sécurité d'Israël. Un président qui ne parle plus de territoire palestinien occupé, mais disputé. Mitterrand brise aussi un tabou, devenant le premier dirigeant d'un grand pays occidental à souhaiter la création d'un État palestinien. Il déclare alors qu'il appartient aux Palestiniens de décider eux-mêmes de leur sort. Fin de citation. Quand Jacques Chirac lui succède en 1995, la paix au Proche-Orient est toujours un dossier clé de la politique étrangère française. C'est ce qu'il exprime lors de sa visite en 1996. Mais je sais aussi l'aspiration à la paix, qui est celle du peuple d'Israël, de ses dirigeants. Je sais que chaque peuple du Proche-Orient, chacun à sa manière, veut la paix. Mais il est largement perçu en Israël comme pro-arabe et pro-palestinien. Et on retiendra bien sûr de ses déplacements la colère de Jacques Chirac à Jérusalem quand il explose, agacé par les méthodes des services de sécurité israéliens qui repoussent la foule d'une façon un peu trop musclée à son goût. La relation franco-israélienne se tend un peu plus avec la seconde intifada et lors de la guerre du Liban de 2006, la réponse au soulèvement palestinien et l'offensive israélienne contre le Hezbollah seraient toutes deux disproportionnées. 2007. En Israël, l'élection de Nicolas Sarkozy suscite l'espoir que les relations avec la France s'améliorent. Une attente d'abord confortée par les déclarations amicales envers Israël, puis c'est la déception. Il ne peut pas y avoir de paix, même si je sais combien le sujet est douloureux, sans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de deux États et la garantie de la liberté d'accès aux lieux saints pour toutes les religions. Plus récemment, Paris a appuyé la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État à l'UNESCO, un sérieux revers pour Israël. Benyamin Netanyahou a répondu par l'accélération des constructions dans les implantations. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Cette visite de François Hollande, rupture ou continuité avec la politique française en Israël ? Continuité sans aucun doute. Continuité même presque sans faille, je dirais. Il n'y a absolument rien de nouveau. Sans faille et sans surprise, des bonnes peut-être ? Sans surprise, non. Le chapitre principal, celui sur lequel on l'attendait, le chapitre iranien, était le plus attendu. En tout cas, moi, il ne m'a pas étonné du tout. Je sais depuis des années que les Français sont à la pointe du combat contre la nucléarisation militaire de l'Iran. Je l'ai entendu, moi, depuis les années 2000. Hein, je n'oublierai jamais Jacques Chirac me regardant dans les yeux, me dire « Vous m'entendez, jamais ils l'auront, jamais nous ne permettrons qu'il l'ait ». Donc c'est quelque chose de très profond. Donc de ce point de vue-là, il est dans le droit fil de la politique française. Et les Français sont contre le nucléaire iranien pour des raisons qui sont aussi spécifiquement françaises, n'est-ce pas ? C'est leur propre sécurité nationale qui est en jeu. Il y a d'abord une énorme antipathie vis-à-vis du régime des ayatollahs depuis toujours. Il y a le souvenir cuisant des attentats des années 80, à la fois au Liban et en plein Paris. Et il y a le souci de la prolifération. De ce point de vue-là, les Français n'ont jamais dévié d'une position qui était très claire. Donc ce qui s'est passé dernièrement ne m'a pas du tout étonné, avec les limites qui sont celles de l'action française. Mais sur ce dossier Hollande, c'est l'anti-Kerry en ce moment en Israël ? Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je pense que les Américains se sont un peu précipités, si vous voulez. Obama est tellement anxieux d'avoir un succès au Proche-Orient alors que rien ne marche en quelque sorte. C'est vraiment Gulliver empêché. Et donc il essaie de forcer un peu la marche, mais il n'y a pas de fossé entre les deux. Et je pense que ce que Fabius a fait, ce que les Français ont fait à Genève était très important parce qu'on risquait effectivement d'avoir
un accord au rabais. Alors, les pourparlers vont se poursuivre. Ce mercredi, ils vont reprendre à Genève. Il y aura un accord vraisemblablement. François Hollande l'a dit. Nous ne serons pas nécessairement heureux de cet accord. Alors qu'attend Netanyahou de François Hollande? Que lui a-t-il demandé sur ce dossier iranien? Il lui a demandé, ce qu'il a demandé aussi aux Américains, il lui a demandé l'impossible en tout cas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Il faut bien comprendre que dès lors que l'on entre dans le processus de négociation, on aboutit à un compromis. C'est-à-dire la négociation, par définition, c'est du compromis. Alors peut-être qu'il ne fallait pas commencer à négocier, c'est un autre problème. Mais dès lors qu'on négocie, c'est pour aboutir à un accord. Donc, ce que Netanyahou veut est inatteignable. Ce que l'on peut avoir, c'est un régime plus favorable du point de vue à la fois du degré d'enrichissement de l'uranium et surtout de la vérification de la manière dont les Iraniens s'acquittent de leurs obligations. Et aux dernières nouvelles, j'ai vu le titre du Haaretz aujourd'hui, il semblerait qu'on se dirige vers cela. Il faut dire que c'est un bon moment pour pousser l'avantage occidental, parce que les Iraniens aussi sont mal. Peut-être qu'il aurait fallu poursuivre un tout petit peu. Il y a un jeu très subtil, parce qu'il faut non plus ne pas trop en faire, de manière à ne pas favoriser les fous chez eux. Est-ce que la position française sur l'Iran, précisément, signale sa volonté d'assumer un nouveau rôle, un rôle de premier plan au Moyen-Orient? Je ne pense pas qu'il puisse se faire beaucoup d'illusions. Vous savez, vous n'y croyez pas? Personne n'a de rôle de premier plan, à part les Américains. Et même eux ne l'ont plus. Le drame de la politique américaine aujourd'hui, c'est que les Américains se retirent du Proche-Orient et qu'il n'y a personne véritablement capable de les remplacer. Les hommes influents de Paris n'estiment pas que l'hégémonie américaine touche à sa fin au Moyen-Orient, c'est ce qu'ils espèrent? C'est ce qu'ils constatent avec tristesse. Ils n'espèrent pas. C'est ça que le paradoxe de tout ça. Ils ne veulent pas ce rôle-là. On n'est pas heureux des Américains quand ils sont impériaux. On est très malheureux quand ils ne sont plus. Pour prendre un rôle peut-être plus important, est-ce que la France doit changer ses relations, réévaluer sa relation avec Israël? C'est ce qu'est venu faire François Hollande. Il est venu réaffirmer une inflexion que l'on constate depuis longtemps, depuis le dernier Chirac, je dirais, où les relations sont de plus en plus chaleureuses, pour la bonne raison qu'il n'y a plus de politique arabe de la France. Vous savez, ça, c'est terminé. C'est terminé parce qu'il n'y a plus de monde arabe. Enfin, le monde arabe a éclaté. Il y avait au Quai d'Orsay, vous savez, on parlait d'une rue arabe. C'était l'expression consacrée, c'est-à-dire un corridor où était le Moyen-Orient et le Levant. C'est là que tout se passait et qui était effectivement très pro-arabe et pas très sympathique pour Israël. Tout ça, c'est terminé. Il n'y a qu'à voir les ambassadeurs qui nous envoient dernièrement. Et donc, ces relations ont été rééquilibrées, sont bien meilleures. Elles sont excellentes sur le plan bilatéral. Et Hollande, qui est un vieil ami d'Israël, dans la grande tradition de la SFIO, socialiste française, il ne peut qu'à sa manière, qui est sympathique, ouverte, que renforcer une tendance qui existait déjà. Sur le dossier israélo-palestinien aussi, il est très attendu, politiquement, avec son discours à la Knesset cet après-midi. Est-ce que la sémantique hollandienne va faire des miracles à la Knesset? Non, elle sera sans doute plus agréable aux oreilles israéliennes que la sémantique de notre grand ami, qui était Sarkozy, qui a dit des choses très claires. Vous savez, sur ce plan, comme sur tant d'autres, la France n'a pas de marge de manœuvre. Il y a une position qui est connue. Est-ce qu'il pourrait ne pas dénoncer les implantations juives en Cisjordanie? Il le fera sans doute dans un style qui lui convient davantage, qui est plus rond, qui est plus amène, qui est plus sympathique, mais il le fera. Il ne peut pas ne pas le dire parce que c'est la position de la France, parce que c'est la position de l'Europe. Et la France est tout de même une partie importante de l'Europe, parce que c'est la position du monde. Reconnaître Israël comme le souhaiterait Binyamin Netanyahou, comme l'État-nation du peuple juif, il le fera Hollande à la Knesset? Ça, il ne le fera pas non plus. Il ne le fera pas non plus parce que personne ne le fait, les Américains non plus, parce que tout simplement, il ne peut pas le faire. Ce serait dire aux Palestiniens, vos positions, finalement, je m'assois dessus. Donc, il ne le fera pas. Mais de manière générale, il a peut-être surpris François Hollande par sa politique étrangère. Netanyahou, vous voulez dire?
François Hollande, Oui. sur sa politique étrangère, avec son action en Libye, avec son action au Mali, avec sa fermeté face à une option militaire en Syrie, il a surpris. Est-ce que Benyamin Netanyahou le rejoint là-dessus, sur cette vision sécuritaire, peut-être militaire, d'une politique étrangère? Oui, je pense que oui, tout à fait. Là, il a effectivement surpris. À un sens, on ne l'attendait pas là. Il a fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de courage. Et il a été extraordinairement utile, il faut bien le dire, à la fois en Libye, ensuite au Mali. Et on dirait que plus il est mal à l'aise à l'intérieur, plus il est attaqué à l'intérieur, plus il est faible à l'intérieur, et plus il se montre déterminé et même téméraire à l'extérieur. Et je dirais que s'il était reçu à Paris comme il a été reçu à Jérusalem, je pense que ce serait le plus heureux des hommes. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, nous parlerons avec le président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée, Claude Guasguen, pour savoir quelles sont, s'il y en a, les attentes en France de cette visite présidentielle en Israël. Restez avec nous, on se retrouve juste après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning et on poursuit avec les unes des grands quotidiens dans le monde. C'est la revue de presse internationale. Rebecca Benamou commence évidemment cette revue de presse ce matin par la visite de François Hollande en Israël et dans les territoires palestiniens. Tout à fait, Barbara. Alors, selon le Wall Street Journal, c'est accueilli en héros que François Hollande est arrivé en Israël pour une visite de 2 jours, après avoir rencontré le président israélien Shimon Peres et le Premier ministre Benyamin Netanyahou. C'est aujourd'hui qu'il va rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alors, au cours de cette visite tant attendue, des mots forts entre les deux délégations. On a entendu parler de soutien, d'amitié, d'alliance. Et sur cette photo à la une du quotidien, on voit François Hollande et Shimon Peres en train de planter un arbre. Alors, est-ce que c'est là le signe d'une nouvelle lune de miel pour les relations franco-israéliennes? En tout cas, pour le journaliste, c'est le signe d'une alliance de circonstances, puisqu'il ne faut pas l'oublier, cette visite précède les négociations avec Téhéran le 20 novembre. Voilà, et en parlant de ces négociations, c'est le Figaro qui évoque ce matin les conséquences d'un accord sur la région. Exactement, c'est une analyse en réalité de leur correspondant à Jérusalem qui affirme que Téhéran rebat les cartes du Proche-Orient. Alors, avant même qu'un accord ne soit conclu, l'équilibre des puissances change visiblement avec l'apparition d'un rapprochement plutôt improbable, celui de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Alors d'après le journaliste, c'est plutôt le ton conciliant de Barack Obama envers l'Iran qui aurait provoqué l'exaspération des monarchies sunnites du Golfe et d'Israël. Alors on se méfie de ce qu'on appelle la diplomatie du sourire, c'est-à-dire en d'autres mots l'opération séduction menée par le président Rouhani depuis le début de son mandat. Il faut savoir que même si une alliance entre Saoudiens et Israéliens peut paraître plutôt improbable, c'est pas la première fois que les deux pays ont trouvé des ennemis en commun, si on peut dire. Il y avait d'abord dans les années 60 le président égyptien Gamal Abdel Nasser et un peu plus récemment l'ex-président irakien Saddam Hussein. Alors selon l'article, les relations officieuses entre Saoudiens et Israéliens seraient même le secret le plus mal gardé du Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas parler véritablement d'avancée officielle tant qu'une percée des négociations entre Israéliens et Palestiniens est envisageable. Voilà donc pour le Figaro ce matin et cette analyse. On part maintenant aux côtés des Philippines. Une semaine après le passage du typhon, eh bien, la tension monte cette fois aux Nations Unies lors de la 19e conférence sur les changements climatiques. Exactement, c'est une conférence qui a lancé le débat. Et si les Philippines ou autres pays victimes de catastrophes naturelles venaient à réclamer des compensations financières aux pays les plus pollueurs de la planète? Alors c'est le New York Times qui titre ce matin sur ce sujet, avec à sa une photo qui montre l'arrivée des denrées alimentaires aux Philippines.
Selon l'article, on parle même de folie de la crise climatique aux Nations Unies. Et au cœur de cette crise, un argument très simple. Les nations les plus pauvres sont celles qui sont les plus touchées par les catastrophes naturelles et sont aussi celles qui polluent le moins. Alors, d'un autre côté, on a aussi les États-Unis et les pays européens qui comptent parmi les pays les plus pollueurs de la planète et qui excluent toute forme de compensation financière. L'article pose donc la question, les pays les plus pollueurs ont-ils, oui ou non, une responsabilité morale envers les victimes des catastrophes naturelles? Alors, écoutez, le débat est ouvert, mais selon le journaliste, pour l'instant, aucun moyen légal de contraindre les pays occidentaux à payer. Dans cette revue de presse ce matin, l'Allemagne également au programme. Rebecca avec une interview exclusive, celle de Cornelius Gutlied, cet Allemand octogénaire chez qui on a retrouvé plus de 1400 œuvres d'art. Oui, une interview totalement insolite en réalité, publiée à la une du magazine allemand Der Spiegel ce matin et repris par toute la presse internationale. Alors l'homme est enfin sorti de son silence, c'est le fils d'un célèbre marchand d'art des années 30 qui se dit totalement dépassé par ce qui lui arrive, mais néanmoins il refuse fermement de rendre ses tableaux. Alors l'article fait le portrait d'un personnage plutôt pittoresque. L'hebdomadaire raconte que ce vieil homme célibataire considère ses 1400 et quelques œuvres d'art comme le véritable amour de sa vie. Alors parmi ces œuvres, on a des Matisse, des Delacroix, des Chagall, bref un patrimoine évalué à près d'1 milliard d'euros. Et alors que la justice allemande soupçonne son père d'avoir profité de ses bonnes relations avec le régime nazi pour justement mettre la main sur ses œuvres qui appartenaient à des familles juives, la version de Cornelius Gurlitt est totalement différente. Pour lui, son père est un héros qui a coopéré avec les nazis pour sauver ses œuvres de la destruction. Voilà, une affaire qui risque encore de faire beaucoup de bruit. On termine cette revue de presse internationale avec la disparition d'un grand nom de la littérature. Il s'agit de Doris Lessing. Oui, en effet, c'est à la une du quotidien britannique The Guardian ce matin que l'écrivain Margaret Atwood a voulu rendre hommage à Doris Lessing qui est décédée hier. Alors Doris Lessing est née en Iran en 1919, elle a été élevée au Zimbabwe et en plus d'être une femme de lettres, connue notamment pour son best-seller international intitulé Le Carnet d'or, Doris Lessing était aussi une militante, une icône féministe qui militait aussi du côté des causes marxistes, anticolonialistes et anti-apartheid. Elle est auteure d'une 50aine d'ouvrages sur des sujets très variés, allant de la politique à la science-fiction. Mais c'est en 2007, à l'âge de 88 ans, qu'elle a enfin reçu le prix Nobel de littérature. Une récompense qu'on pourrait qualifier d'ironique dans son cas, puisque Doris Lessing était contre le politiquement correct et donc contre ce type de titre, on va dire ça comme ça. Elle qui pensait plutôt rejoindre les rangs de ces grands écrivains non récompensés à cause précisément de leurs idées pas très politiquement correctes. Voilà pour cette disparition dans le monde littéraire. Merci beaucoup Rebecca Benamou. À demain. À demain, au revoir. Et on revient à présent sur la visite de François Hollande en Israël. On l'a dit, le président français a quitté Paris avec une cote de popularité au plus bas. Il est arrivé en Israël avec une cote au beau fixe chez les Israéliens grâce à ses positions sur le dossier iranien. Alors qu'en pensent les Français d'Israël? Anthony Lesme était pour nous à Netanya. Regardez. 60 000 Français habitent officiellement en Israël et dans la plus hexagonale des villes israéliennes, Netanya, on attend la venue du président Hollande avec le sourire. Rarement ce qui peut se passer en France où il a une cote de popularité au plus bas. Ici, on est plutôt agréablement surpris des positions de François Hollande, notamment à la conférence de Genève, où Laurent Fabius a vraiment appuyé la position d'Israël vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis des sanctions de l'Iran. Donc nous, on est plutôt content de sa venue et on l'attend vraiment avec plaisir et avec le sourire. C'est sûr qu'on attend un rapprochement plus fort, mais qu'il soit très ferme dans la condition de l'Iran. Ça, c'est très très important. Et qu'il continue à parler de toute la circoncision, l'abattage rituel, rester ferme sur ses positions. Les réserves de la France avec l'Iran ont satisfait les franco-israéliens. Alors que Nicolas Sarkozy a réuni plus de 92% des voix en Israël en 2012, Hollande surprend. Je pense que c'est une bonne chose, parce que je pense que les Français ici ont tous misé sur Sarkozy, c'était une erreur à mon avis. Et Hollande, apparemment, jusqu'à présent, il a montré qu'il était un ami d'Israël. Qu'il ne soit pas forcément d'un parti sur lequel j'ai voté, il m'a surpris par ses positions. Et je pense qu'il faut aussi dire que c'est un des rares présidents qui est venu en Israël et qui a fait un discours à la Knesset.
Quant au processus de paix, peu croient que la France puisse changer les choses. Non, la France n'est pas malheureusement une puissance à la taille requise pour pouvoir, on va dire, imposer ou contraindre les parties prenantes à aller signer un document qui nous amène vers la paix. Tout le monde le souhaite, bien sûr. Intransigeance envers l'Iran, protection de la communauté juive de France, Hollande est désormais apprécié en Israël. Et nous sommes en ligne avec Claude Guesguen, député maire UMP du 16e arrondissement de Paris et président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on vient de le voir, les Israéliens ont beaucoup d'attentes quant à cette visite. Est-ce qu'à l'inverse, en France, elle est suivie, elle intéresse ? Oui, elle intéresse, car tout ce qui se passe au Moyen-Orient intéresse les Français, qui sont le pays, au fond, le plus exposé aux soubresauts du Moyen-Orient. Il y a une communauté musulmane et une communauté juive importante. Mais néanmoins, je ne vous cache pas qu'en France, on est surtout préoccupé par la situation intérieure, la situation économique et sociale. Les choses se dégradent très vite, des faillites d'entreprises, une impopularité record du président de la République, un gouvernement qui est très très en difficulté. Ce sont des sujets en réalité de préoccupation quotidienne des Français, mais néanmoins, on suit de très près la visite de François Hollande en Israël. Est-ce que cette visite, précisément, pourrait refaire monter la cote de François Hollande en France ? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Vous savez, les pays en ce moment sont préoccupés essentiellement de leur politique intérieure, qui est très en difficulté, c'est en particulier le cas de la France. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Écoutez, la visite de François Hollande, elle est quand même très tardive. Ça fait presque 1 an et demi qu'il est élu président de la République. Il aurait pu aller un peu plus vite en Israël, comme l'avait fait son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. On a le sentiment aussi que la politique française est un peu ballottée à l'extérieur, car au fond, cette mésaventure que la France a connue avec les Américains explique sans doute un petit peu la dureté française qui est souhaitable à l'égard de l'Iran, mais qui doit être quand même étudiée avec le temps, car on ne prend pas des décisions de ce genre sans avoir les moyens de les obtenir, et on a le sentiment quand même que le Quai d'Orsay essaye de rattraper la bévue qui a été commise sur l'affaire syrienne. Enfin, moi, je me félicite en tout cas que la France ait une position ferme, même si je suis sceptique sur sa durée. Je souhaite qu'elle puisse durer. Mais est-elle suffisante ? Ça, c'est une autre chose. En tout cas, c'est plutôt bien qu'un président de la République française s'entende avec Israël et affirme son soutien avec Israël, même si ce président est affaibli. On l'a dit, vous êtes président du groupe parlementaire d'amitié France-Israël. Je suis vice-président. Est-ce que vice-président actuellement, est-ce que vous pensez que la classe politique française est prête aujourd'hui à regarder Israël autrement ? Est-ce que ce moment est-il arrivé ? Oui, je l'espère. Vous savez, on est un peu minoritaire quand même à défendre Israël au Parlement. Nous sommes un groupe de députés. Jusqu'à présent, je dois dire que la gauche n'avait pas manifesté beaucoup d'intérêt à Israël, à part quelques individualités. Mais c'est une évolution intéressante. Il faut savoir si elle dure. Jusqu'à présent, c'était plutôt quand même du côté de Nicolas Sarkozy que se trouvaient les défenseurs d'Israël. J'en suis avec d'autres députés. Mais bon, je me félicite de cette évolution un peu surprenante de la part du Quai d'Orsay. Mais je me méfie du Quai d'Orsay par nature. Et donc, j'attends de voir quelles vont être les réalisations et les réalités de ce soutien fort à l'égard d'Israël. J'attends, parce que nous sommes tellement déconcertés par la politique française en matière internationale comme en position interne que je crois que la prudence est toujours de mise lorsqu'il s'agit de ce genre de prise de position. Voilà, optimisme et prudence pour vous ce matin. Claude Guesguen, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sada, bonjour. Bonjour Barbara. Et sur Internet, ce matin, on commente également cette visite de François Hollande en Israël. Ouais, alors pour être honnête, l'arrivée de François Hollande n'a pas littéralement enflammé la toile. Si les Juifs de France et les Israéliens semblent avoir apprécié ces mots d'amitié prononcés en hébreu dans le texte, du côté des tweetos d'extrême gauche, on apprécie moins cela. Pour Averroès par exemple, nous avons un président libéral, atlantiste et pro-israélien, ce mec-là est une caricature. Ou pour Charles London,
Hollande, ami d'Israël, nous mène à la guerre mondiale. Plus dans l'analyse et les questions, le journaliste Jean-Paul Godefroy, qui a lu sur Twitter que François Hollande est attendu comme le Messie, se demande si pour lui ce sera un chemin de croix, une crucifixion ou une résurrection. Est-ce que sur les comptes officiels des Israéliens ou des Français, on réagit ? Oui, alors c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là que cela bouge, notamment sur le compte du président israélien Shimon Peres qui ne cache pas son enthousiasme et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Pas moins de 6 tweets sur le sujet en quelques minutes sur l'amitié franco-israélienne, alors que le président français a déclaré à son arrivée « Je suis l'ami d'Israël et je le serai pour toujours ». Le président israélien lui répond sur Twitter en français dans le texte « Vive la France, vive l'amitié entre la France et Israël ». Et le débordement d'enthousiasme ne s'arrête pas là, puisque quelques heures plus tard, c'est sur Facebook qu'il salue le président français. Pour lui, c'est un moment crucial pour Israël d'être accompagné. Et voilà, il accompagne ceci d'un roman photo, donc sur Facebook. Plus que de la diplomatie, cela semble être carrément de l'enthousiasme, de la francophilie totalement assumée pour le président Peres. Voilà, enthousiasme pour le président israélien du côté de l'Élysée. Le ton est le même ? C'est un petit peu plus mesuré, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle les comptes de l'Élysée et celui du Premier ministre israélien Netanyahou. Alors, on va regarder côté Élysée, une photo de son arrivée, et la composition est assez intéressante parce qu'on voit le fameux tapis rouge dont on avait parlé, déroulé au président français, un François Hollande souriant, conquérant, qui domine ses hôtes. Le président Peres et le Premier ministre Netanyahou l'attendent à son arrivée. Donc on voit cette photo, et ce n'est pas la même photo qui a été choisie par l'équipe de com du Premier ministre israélien. Là, on joue la carte de la confidence et de la complicité entre les deux hommes, peut-être justement pour marquer la différence avec les rapports compliqués que le Netanyahou avait entretenus avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy. François Hollande a quand même emmené la pluie en Israël. Oui, évidemment, et ça, beaucoup aussi de tweetos ont réagi hier. Sur Internet. Merci beaucoup, Rudy Saada. On se retrouve tout à l'heure avec la suite de l'actualité sur Internet. Pour l'heure, à suivre, après un nouveau journal, vous le savez, un des objectifs affichés de ce voyage de François Hollande, c'est d'améliorer les relations économiques assez pauvres, de façon surprenante entre les deux pays. Nous y reviendrons avec Dan Katarivas, il est directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens, et nous lui demanderons s'il y a des scoops à nous révéler sur des gros contrats qui pourraient être signés entre les deux pays. C'est à suivre après un nouveau journal. Restez avec nous. Sur i24 News et c'est le morning. Merci d'être avec nous. On poursuit avec la visite de François Hollande. Cyril Amar, vous avez décidé ce matin, en lisant attentivement la presse régionale, de vous attarder sur un édito. Lequel ? Alors on a vu ce matin, Barbara, la presse israélienne faisait ses unes sur la visite d'Hollande et paraphrasait le président français, je suis votre ami, je le serai toujours, etc. Donc une presse assez dithyrambique, mais derrière ces accolades, il faudrait voir, selon l'expert militaire du journal Yediot Ahronot, eh bien il faudrait voir tout simplement une rencontre d'intérêt entre des monstres froids que sont les États, et qui exploiteraient la faiblesse du géant américain dans la région. Et le journaliste qui ose même un parallèle, oui, quand leur mari ne les satisfait plus, eh bien, Paris et Moscou, puisqu'on va le voir, il établit un parallèle, eh bien, font les yeux doux à d'anciennes maîtresses. Alors, le journalier de Taranot qui établit un parallèle entre Paris et Moscou. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours, on s'en souvient, les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense étaient rendus en Égypte, au Caire, justement, pour signer peut-être des contrats juteux avec le Caire, après la défection des États-Unis et la crise de confiance entre le Caire et Washington après la défection du président Morsi. Donc, eh bien, le dénominateur commun entre Israël et l'Égypte, eh bien, c'est tout simplement le désengagement américain dans la région. Le Pentagone, qui ne cache d'ailleurs pas sa volonté de déplacer son centre de gravité du Proche-Orient vers le Moyen-Orient. Alors hier, le président Peres, on l'a entendu, il a rappelé l'âge d'or des relations franco-israéliennes, une France qui a livré à Israël son réacteur nucléaire, qui a livré des avions de chasse Mirage, on s'en souvient. Il s'est souvenu de Guy Mollet, mais face à lui, nous dit le journaliste, il y avait non pas Guy Mollet, mais un François Hollande, qui est somme toute sympathique, mais qui arrive dans la région avec son bouquet de fleurs
ampleur, quelques dizaines d'années en retard. Et donc les États-Unis n'ont pas de souci à se faire. Israël est certes allé flirter, ou va flirter avec la France, mais il rentrera certainement au bercail, car la dépendance d'Israël envers les États-Unis, militaire et économique, est absolue, conclut Alex Fishman dans les Yediot Ahronoth. Voilà, petite infidélité, mais pas de crainte pour le Exactement, pour le mari israélo-américain. Merci beaucoup Cyril Amar, on se retrouve demain. Et nous sommes le lundi 18 novembre, voici les grands titres de l'actualité du jour. François Hollande poursuit donc ce lundi sa visite au Proche-Orient. Il se rendra ce matin à Ramallah, où il va exiger de Mahmoud Abbas de ne pas quitter la table des négociations concernant l'Iran. Le président français a redit son soutien à la position israélienne, tout en expliquant qu'un accord intermédiaire qui pourrait être signé cette semaine à Genève mènera à un accord définitif tout à fait acceptable pour l'Occident. Et pour parvenir à cet accord, a détaillé François Hollande, Téhéran devra accepter les conditions suivantes: arrêt de la construction dans la centrale d'Arak, cesser l'enrichissement de l'uranium à 20%, réduire le stock existant d'uranium enrichi et enfin accepter un contrôle de la communauté internationale de toutes ces installations nucléaires. Réponse à suivre donc dès mercredi à Genève, où les discussions reprendront. Et puis il est arrivé ce matin à Paris, l'ex-otage français retenu au Nigeria depuis 11 mois, François Collomb, est libre. Otage d'un groupe islamiste dans le nord du Nigeria, l'ingénieur français est parvenu à s'échapper samedi. Il aurait profité pour s'enfuir des échanges de tirs entre ses geôliers et les forces de l'ordre pendant une opération antiterroriste de la police nigériane. Le chiffre à retenir ce matin, c'est 50 000 $. Il s'agit de la prime offerte par l'autorité palestinienne à chaque terroriste libéré par Israël depuis le début des négociations. Des chiffres révélés ce matin par la radio israélienne. Et en plus de cette prime, chaque ancien prisonnier bénéficie d'allocations mensuelles à hauteur de 2 000 $. Enfin, l'image du jour, c'est le Midwest américain sous les tornades. Potentiellement 53 millions d'Américains menacés. Ils ont été sommés de rester chez eux. Et vous le voyez sur ces images filmées par un vidéaste amateur, le monstre gris approche à vitesse grand V. Les violents orages ont provoqué d'importants dégâts. Voitures retournées par le vent et arbres déracinés. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont 2 dans l'extrême sud de l'Illinois. Le bilan des victimes pourrait encore grimper considérablement. Voilà, et au sujet de la visite de François Hollande, on l'a dit, la plus grande ombre au tableau peut-être, c'est cette coopération économique assez faible, de façon surprenante, entre les deux pays. Et l'objectif de les amener à un niveau satisfaisant est assumé pour cette visite par Paris et Jérusalem. Petit rappel des faits, quelques chiffres en images, et on en parle juste après. Relancer les relations économiques et commerciales entre la France et Israël. C'est l'un des objectifs de la visite de François Hollande. Accompagné de son homologue Shimon Peres et du Premier ministre Benyamin Netanyahou, le président français inaugura mardi à Tel Aviv la 2e journée de l'innovation Israël-France. Une première édition avait déjà été organisée avec succès à Bercy en décembre 2011. Elle avait réuni plus de 380 entreprises françaises et israéliennes. Plusieurs ministres font également partie du voyage présidentiel, comme Pierre Moscovici, à la tête de l'économie et des finances françaises, ainsi que Fleur Pellerin, en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Mais les plus attendus, ce sont ces grands patrons. Une quarantaine de dirigeants d'entreprises venus dans l'optique de signer ou officialiser des contrats. Plusieurs ont déjà été annoncés ce matin sur Europe 1 par Igal Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. 2 contrats entre les chemins de fer israéliens, la SNCF et Alstom. Alstom qui vient de remporter un appel d'offres de plus de 300 millions d'euros pour remettre à niveau les wagons des trains de l'État hébreu. Igal Palmor évoque également un contrat entre EDF et la compagnie d'électricité israélienne, notamment sur les énergies renouvelables. Puis il ajoute avoir entendu parler d'autres accords, cette fois dans le secteur privé, et particulièrement dans le domaine de la technologie de pointe. Une aubaine pour la France qui, avec moins de 3% de part de marché, n'est que le 10e fournisseur d'Israël. En 2011, les flux commerciaux entre les deux pays s'élevaient seulement à 2,3 milliards d'euros.
Et on en parle avec vous, Dan Katarivas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Alors François Hollande a emmené dans ses bagages de nombreux chefs d'entreprise. Est-ce que ce genre de visite sert vraiment à quelque chose? Oui, je pense que ce sont des visites qui, en fait, servent à relancer la coopération. Cela signale, en fait, donne un signal, un feu vert aux entreprises françaises qu'effectivement, on peut faire des affaires en Israël, il faut faire des affaires en Israël. On se souvient très bien qu'après la visite du président Sarkozy, c'est à ce moment-là que des grands groupes français qui n'étaient pas présents en Israël sont venus. Donc maintenant, en fait, c'est maintenir ce qui déjà existe et surtout redonner une relance, faire venir d'autres groupes. Nous avons cette fois-ci des groupes qui n'étaient pas en Israël auparavant. Quand un chef d'État français vient en Israël avec une telle délégation, cela est un très bon signe pour, je dirais, l'approfondissement des relations entre les deux pays. Pourquoi ces chefs d'entreprise attendent le feu vert de l'Élysée? Écoutez, ça, c'est une question qu'il faut poser aux chefs d'entreprise français. Peut-être qu'en France, qui est un pays quand même où il y a encore l'influence gouvernementale sur les grands groupes est probablement assez importante, on demande à savoir ce qu'on se dit dans les couloirs du pouvoir avant de s'avancer. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays à l'américaine, peut-être les Italiens, les Allemands, les Anglais se comportent différemment. Mais là, il faut demander pourquoi les Français sont un peu plus lents que leurs autres partenaires européens. Alors un peu plus lent, on chiffre, ça représente quoi? 2% seulement des parts de marché en Israël sont françaises. C'est très peu. Pourquoi? Justement, parce que les Français ont, je pense qu'il y a un problème de perception. Je pense qu'en France, on n'a pas encore vraiment peut-être digéré ou compris ce que peut offrir la coopération avec Israël. C'est vrai que le marché israélien n'est pas un marché important, puisque nous ne sommes que 8 millions d'habitants, mais il ne faut pas voir ça en manière de marché. Il faut voir la coopération avec Israël pour le marché global. Sur l'extérieur, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire l'objectif, ce sont des partenariats entre des groupes israéliens innovants, des technologies israéliennes et la capacité de production et d'innovation également française. Cette complémentarité n'est pas pour le marché israélien, peut-être pour le marché français, mais surtout pour le marché global. Et ça, c'est une chose que les chefs d'entreprise français doivent comprendre. Donc s'ils cherchent à vendre en Israël, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière. Pourtant, est-ce que la vigueur de l'économie israélienne risque aussi de les convaincre, un taux de croissance beaucoup plus satisfaisant que dans la plupart des pays européens en Israël? Il est certain que hier, nous avons eu une grande rencontre avec ces chefs d'entreprise. Nous avons fait un exposé sur justement l'économie israélienne. Et je pense qu'ils ont été assez impressionnés de voir qu'effectivement, dans les périodes de crise, l'économie israélienne se porte pas trop mal. Elle résiste aux différents chocs. Elle est relativement stable. Donc on ne prend pas tellement de risques en venant en Israël. Même la géopolitique n'influence pas tellement. Et au contraire, on a prouvé dans les 10 dernières années que malgré, je dirais, les hauts et les bas de l'économie mondiale, l'économie israélienne tient le cap. Alors précisément, une des causes de ces faibles volumes d'échanges est politique pour ces patrons français? Je ne pense pas que c'est politique. C'est peut-être une mécompréhension ou un manque de connaissances. Bon, il se peut qu'effectivement, en France, malheureusement, je pense que c'est l'un des seuls pays européens où encore on entend parler du boycott arabe qui n'existe vraiment plus quasiment. C'est une chose qui est caduque. Mais encore peut-être, il y a dans certains langages, dans certaines personnes, on parle d'un boycott arabe. Aujourd'hui, il n'y a plus de boycott arabe. Il n'est plus question de faire le choix entre faire des affaires entre Israël et le monde arabe. Et les groupes français qui opèrent dans le monde arabe n'ont aucun problème à venir opérer ici. Ce principe n'existe pas. Mieux vaut être discret en faisant des affaires avec l'Israélien par peur de froisser des pays arabes? De toute façon, en affaires, il vaut mieux être discret. Que ce soit avec Israël ou avec d'autres pays, des hommes d'affaires n'aiment pas être à la une des journaux, ils aiment faire leurs affaires calmement, loin des projecteurs, et dans cette région-là, pourquoi pas, on peut prendre des précautions supplémentaires, mais effectivement... existe cette crainte de froisser des partenaires arabes pour des patrons français? Je pense que c'est un problème justement français, une fois de plus. Si on prend quels sont les intérêts des compagnies françaises qui cherchent à créer des emplois, qui cherchent à innovantes, il faut comparer le pouvoir d'achat même de l'économie israélienne relativement petite comparée au pouvoir d'achat, par exemple même les produits de luxe par exemple sont très bien vendus en Israël, et le pouvoir d'achat israélien, aujourd'hui le PIB par habitant en Israël est plus de $30,000, les Israéliens sont des grands spenders en matière de dépensiers, donc il y a certainement quoi faire, et en plus, une fois de plus, je pense que les pays arabes autour de nous, je pense que même les compagnies françaises pourraient jouer un rôle positif en
justement étant un pont entre nous et le monde arabe, justement parce que des compagnies françaises sont implantées dans le monde arabe, elles peuvent très bien travailler et avec nous et avec eux et aider à rapprocher par l'économie cette région qui a besoin de stabilité. Et le boycott de ces entreprises israéliennes placées derrière la ligne verte que l'Union européenne a appelé à boycotter avec cette directive, est-ce que la France va en faire partie? D'abord, on n'a pas appelé à boycotter. Il y a beaucoup de mécompréhension. Il y a certaines directives de la Commission européenne qui n'engagent pas les pays ni les entreprises, qui effectivement parlent de l'application territoriale des accords entre l'Union européenne et Israël. C'est très compliqué comme histoire. On se demande où passent les frontières d'Israël. Alors il y a différentes manières d'expliquer ce genre de choses. Alors pour l'instant, on a un contentieux avec l'Union européenne, comme quoi dans des programmes de recherche et développement à venir, donc ce qu'on appelle Horizon 2020, des entités israéliennes qui ont des activités au-delà de la ligne verte auront un problème à participer à ce genre de programme. C'est un sujet qui a été évoqué, vous avez rencontré ces délégations françaises? Pas du tout. C'est un problème, à mon avis, qui est très minime, qui ne représente vraiment, même au niveau économique, vraiment, on parle de la présence économique israélienne dans les territoires. Vous savez, les chiffres, on parle de 100 millions de dollars d'exportation sur 40 milliards de dollars d'exportation israélienne. Donc c'est moins de 0, je ne sais pas combien de pourcents. Bon, mais c'est vrai que les politiques ont besoin, eux, de parler. Mais au niveau économique, tout ça, c'est vraiment très minime. Et je pense que les Européens et les Israéliens vont être assez habiles pour trouver une formule qui va permettre de continuer cette coopération scientifique en recherche et développement, qui finalement est une situation où et les Européens et les Israéliens ont tout à gagner. Alors revenons sur cette visite. On l'a dit, vous avez rencontré cette délégation que François Hollande a emmenée dans ses bagages, plusieurs patrons du CAC 40. Alors de qui s'agit-il et quel grand contrat pourrait être miroité? Alors, comme j'ai dit, vous savez, la discrétion dans les affaires est toujours bonne, mais vous avez les patrons de Alstom, vous avez les patrons de Arianespace, vous avez les patrons je pense qu'il y a également France Télécom. Là, j'ai devant moi cette liste qui est publique, mais qui montre certainement des grands groupes français qui n'étaient pas présents et qui sont venus, et c'est une très bonne chose. Dans quel domaine on doit attendre une coopération? On parle de télécom, on parle de transport, on parle d'énergie, on parle d'innovation dans les domaines biologiques, du médical, on parle du cyber qui intéresse tout le monde aujourd'hui, donc les logiciels, etc. Donc on parle vraiment d'une multitude de sujets, même d'agriculture, puisque l'agriculture israélienne est une agriculture de pointe, et il y a certainement des technologies qui peuvent intéresser également les agriculteurs français. Il y a différents thèmes qui sont mis sur table et maintenant les hommes d'affaires vont suivre ces thèmes-là, ou en fait c'est eux qui développent ces thèmes-là et on peut s'attendre, je pense, à un approfondissement et élargissement des coopérations économiques entre Israël et la France. Il y a une signature de contrat, est-ce que vous avez des scoops à nous révéler, Dan Katarivas? Non, moi je ne m'occupe pas de scoops, ça c'est les journalistes, nous on travaille. Alors sur le high-tech, c'est ce qui intéresse beaucoup aussi ces patrons français, une grande journée est prévue demain. Oui, tout à fait, il y a la grande journée d'innovation, c'est la deuxième, la première a eu lieu il y a 2 ans à Bercy. Et je pense que là, si j'ai bien reçu, si mes sources sont bonnes dans la déclaration commune entre la France et Israël, il a été convenu maintenant de maintenir cette journée d'innovation en alternance, une fois en Israël, une fois en France. Et là, on va avoir plus de 200 des petites compagnies françaises, des PME surtout, qui vont venir rencontrer des PME israéliennes dans le domaine justement de recherche et développement. Et c'est donc, c'est presque une tradition puisque c'est la deuxième rencontre et je pense que c'est une très bonne voie qui se développe entre nous et les Français. La France qui cherche aussi à s'implanter dans la Silicon Valley israélienne. Merci beaucoup Dan Katarivas d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, Ramallah également au programme de François Hollande. Il s'y rend ce matin. Nous ferons le point sur les attentes des Palestiniens de cette visite présidentielle après un nouveau journal. Restez avec nous. C'est le morning, merci d'être avec nous. On poursuit avec l'actualité sur Internet, c'est la revue du web. Rudy Saada, bonjour. Rebonjour, Barbara. Rebonjour. Et on s'intéresse tout de suite à une vidéo qui fait le buzz en Israël. Oui, c'est l'histoire d'une interprète qui aurait dû bien vérifier que son micro était coupé avant de parler avec sa collègue. Voici le contexte.
Nous sommes le 11 novembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée qui vient d'adopter 9 résolutions de suite condamnant Israël et aucun autre pays. L'interprète croit donc son micro coupé et se laisse aller à un commentaire un peu personnel. On regarde. The committee will now vote on draft resolution AC468L17 entitled Applicability of the Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war of 12 August 1949 to the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. The machine is locked. I think when you have 5 statements, not 5, but like a total of 10 resolutions on Israel and Palestine, there's got to be something. C'est un peu trop, non? I mean, I know it's yes, it's right, but it's not there's other really bad shit happening. Nobody says anything about the other stuff. Voilà, commentaire personnel. Oui, elle le dit en off, voilà, quand tu as quelque chose comme 10 résolutions sur Israël, il doit y avoir quelque chose, je vous ai passé la suite, vous avez pu la lire. Quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Oui, on peut dire ça. En tout cas, vous voyez les rires gênés de l'Assemblée générale. Et alors ensuite, on l'a pas mis. Parce que tout le monde l'entend, en fait. Oui, tout le monde l'entend, et donc tout le monde comprend que son micro est encore branché, sauf elle. Et elle le comprend après, et elle le dit 2 fois, apologize 2 fois, erreur d'interprète. Et voilà, et donc les excuses vont suivre, et la vidéo est déjà sur le net et fait le buzz, notamment en Israël. Des sanctions contre la traductrice ? Alors pour l'instant, aucune sanction, en tout cas je ne pense pas qu'il va y en avoir, mais au cas où, sachez que le Premier ministre israélien a ouvert sa réunion hebdomadaire avec cette vidéo en déclarant que c'était un des rares moments de plaisir et de sourire pour Israël, et il a assuré que si l'interprète avait un problème, si elle était licenciée, Israël lui offrirait immédiatement un emploi. Voilà pour cette histoire de traduction à l'ONU. Tout à fait autre chose à présent, un palmarès sur Internet, et le verdict est tombé. On sait qui est la personnalité la plus populaire sur Internet en 2013. Suspense. Je brûle d'impatience. C'est la 14e étude annuelle du Global Language Monitor, un institut texan, et ils sont formels. La personnalité la plus populaire du web en 2013, c'est contre toute attente ce monsieur. Exit Lady Gaga ou Justin Bieber, eh bien c'est bien Jorge Mario Bergoglio, connu désormais sous le nom de Pape François, qui est la personnalité préférée des internautes. Alors ce classement, qui est très américano-centré, s'appuie sur la récurrence de langage de 275 000 blogs et réseaux sociaux anglo-saxons, et donc qui mettent en tête le pape François. Rien d'étonnant quand on surveille, comme on le fait ici, l'activité du pape argentin sur Twitter, qui a plus de 10 millions de followers et qui multiplie les gestes envers la jeunesse. Également à son actif des JMJ très réussis cette année à Rio, un pape moderne qui donc fait l'unanimité sur le net. Voilà, le pape François qui fait le buzz. Autre fait marquant de ce palmarès ? Oui, alors on retrouve les faits marquants de la vie américaine, quand je vous l'ai dit, américano-centré. En seconde position, le mot Obamacare. En 3, NSA, 4, Snowden, et première people, si on peut dire cela ainsi, Kate Middleton, 5e. Pas mal. C'est le classement, en tout cas, c'est ce qui fait le plus le buzz côté anglo-saxon. Voilà, pour 2013. On termine par autre chose. Rudy, c'est une parodie de bande-annonce qui fait froid dans le dos. Oui, vous avez sûrement vu Gravity, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Non. Bon, alors 500 millions de dollars de recettes, un film dans lequel Sandra Bullock est perdue dans le vide de l'espace. Eh bien, les comédiens de College Humor, voilà, on voit donc ce film Gravity, les comédiens de College Humor, qui est un site internet, ont eu l'idée de transposer cette angoisse dans un grand magasin de meubles suédois que tout le monde connaît. Eh bien, c'est très bien fait. Ça va passer aujourd'hui les 1 million de vues. Donc là, on a vu la vraie bande-annonce, perdu dans l'espace, maintenant perdu dans ce magasin de meubles. On regarde. This'll be perfect for our apartment. Alex? Daniel? Where are you? I wandered off. I'm lost. I don't know where I am. I'm spinning. Stop spinning. You have to stay calm. This store is designed to keep you here. There's like one exit. It could be hours before I find you. What do I do? Give me a visual. Anything. Bookshelves, lamps. Those weird egg chairs. I don't know. There's You need to focus. Oh my god. And my phone's at 13%. It's gonna die. I can't breathe.
If I don't make it, promise me you'll keep shopping. Promise you'll find everything else on the list. Stop it. We'll finish shopping together, okay? Besides, you know I always pick out the wrong thing. Are you eating? Yeah, I'm starving. We've been here like all day. Why did we even come here? Anything we buy is just gonna break anyway. For my hand. What do I do? No, 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 no. Ça vous fait ça aussi, Rudy, quand vous vous baladez dans ce grand magasin un lendemain de dimanche, ça vous donne le pense tournis que ça doit parler à beaucoup de monde et ça me parle aussi beaucoup. À noter que les patrons de ce grand magasin de meubles suédois ont réagi et ont finalement dit que c'était un bon coup de pub, même si Ikea, donc la chaîne, pour ne pas la citer, est un petit peu taclée dans cette vidéo. Ça reste quand même 1 million de clics en même pas 24 ou 48 heures. Voilà, la vidéo du jour qui fait le buzz. Merci beaucoup, Rudy Saada. Merci à vous. Et nous sommes le lundi 18 novembre, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres de l'actualité du jour. François Hollande poursuit ce lundi sa visite au Proche-Orient. Il se rend ce matin à Ramallah où il va exiger de Mahmoud Abbas de ne pas quitter la table des négociations concernant l'Iran. Le président français a redit son soutien à la position israélienne tout en expliquant qu'un accord intermédiaire qui pourrait être signé cette semaine à Genève mènera à un accord définitif tout à fait acceptable pour l'Occident. Et pour parvenir à cet accord, a détaillé François Hollande, Téhéran devra accepter les conditions suivantes: arrêt de la construction dans la centrale d'Arak, cesser l'enrichissement de l'uranium à 20%, réduire le stock existant d'uranium enrichi et enfin accepter un contrôle de la communauté internationale de toutes ces installations nucléaires. Il est arrivé ce matin à Paris. L'ex-otage français retenu au Nigeria depuis 11 mois, François Collomb, est un homme libre. Otage d'un groupe islamiste dans le nord du Nigeria, l'ingénieur français est parvenu à échapper samedi à ses ravisseurs. Il aurait profité pour s'enfuir des échanges de tirs entre ses geôliers et les forces de l'ordre pendant une opération antiterroriste de la police nigériane. Et puis le chiffre à retenir ce matin, c'est 50 000 $. Il s'agit de la prime offerte par l'autorité palestinienne à chaque terroriste libéré par Israël depuis le début des négociations. Les chiffres révélés ce matin par la radio israélienne. Et en plus de cette prime, chaque ancien prisonnier bénéficie d'allocations mensuelles à hauteur de 2 000 $. Et l'image de ce lundi, la voici, c'est le Midwest américain sous les tornades. Potentiellement 53 millions d'Américains menacés. Ils ont été sommés de rester chez eux. Et vous le voyez sur ces images, filmées par un vidéaste amateur. Le monstre gris approche à vitesse grand V. Les violents orages ont provoqué d'importants dégâts. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont 2 dans l'extrême sud de l'Illinois. Et le bilan des victimes pourrait encore grimper considérablement. Il revient à la visite de François Hollande en Israël et dans les territoires palestiniens. Il se rend ce matin à Ramallah, mais il a déjà évoqué le dossier israélo-palestinien hier soir aux côtés de Binyamin Netanyahou. Je vous propose de l'écouter. Une négociation suppose que chacun les fasse, les gestes. Et un accord de paix, là aussi, doit être trouvé. Mais un accord définitif qui épuise les revendications et qui permettent la sécurité d'Israël et la viabilité de l'État palestinien, puisque ça serait sur la base de la solution des 2 États. Vouloir la paix n'est pas simplement la plaie. Vouloir la paix n'est pas simplement l'évoquer. Vouloir la paix, c'est un combat, c'est une lutte. Et j'espère que cette lutte sera une victoire. Merci. Voilà, des mots de François Hollande sur les négociations de paix, des mots très attendus aujourd'hui à Ramallah, qu'attendent précisément les Palestiniens de cette visite présidentielle chez eux. Regardez en images. Les drapeaux français sont tissés, tout est enfin prêt à Ramallah pour accueillir François Hollande. Après avoir atterri en Israël, le déplacement lundi en Cisjordanie sera la 2e étape de ce voyage proche-oriental du président français. Et dans les rues de Ramallah, les cadres du Fatah saluent les récentes prises de position françaises, notamment sur l'admission de l'autorité palestinienne comme membre non permanent de l'UNESCO. La visite de François Hollande dans les territoires palestiniens est importante. Les relations entre les 2 pays se sont améliorées.
Il faut remarquer que la France condamne toujours les colonisations et se positionne toujours aux côtés de l'autorité palestinienne dans les forums internationaux. Tout le monde sait que la France est favorable à la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Reste à savoir comment la France peut influer sur le dossier des négociations, eu égard à la place prépondérante occupée par les États-Unis. C'est sur ce point que les Palestiniens sont les plus sceptiques. Je ne suis pas très optimiste sur cette visite. À l'image des anciens présidents français dans la région, aucun d'entre eux n'a réussi à parvenir à un accord. Mais il faut garder espoir, la paix est possible si chaque partie écoute et comprenne les arguments de l'autre. Paris, initiateur de plusieurs conférences de donateurs, est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne. Ce n'est pourtant pas suffisant, estime cet étudiant. Nous en avons l'habitude. Chaque leader mondial qui vient dans la région veut apporter sa contribution économique, mais pas tellement diplomatique. Il y a beaucoup de discussions, mais jamais rien n'a abouti. Ces visites n'améliorent pas notre vie au quotidien. Accueilli en ami sincère par Israël, François Hollande cherchera également un accueil chaleureux côté palestinien, ne serait-ce que pour maintenir la position de la France, assurer la sécurité d'Israël et permettre aux Palestiniens de bénéficier d'un État viable. Et nous sommes en ligne avec Chihab Amjad, professeur à l'université d'Al-Quds. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Qu'attendent les Palestiniens du président français qui se rend ce matin à Ramallah? La France a une place particulière chez les Palestiniens. La France a soutenu la solution de deux États. Elle a soutenu le droit de l'autodétermination des Palestiniens. Et il soutient la position palestinienne toujours. Donc il y a toujours un espoir que la France joue un rôle important et qu'il fasse une pression sur Israël, au moins au sujet de colonisation, et dire la vie quotidienne, les barrages, etc. etc. Et surtout, les Palestiniens ont dit que la France a soutenu l'adhésion de la Palestine aux organisations des Nations Unies, UNESCO. Donc il souhaite que la France continue à soutenir les droits des Palestiniens. Et il espère aussi que François Hollande aujourd'hui porte quelque chose de proposition aux Palestiniens. On a remarqué que la relation entre Israël et la France ça passe aujourd'hui d'un meilleur cas. On souhaite que la France profite de cette relation pour faire la pression sur Israël. Alors François Hollande vient lui aussi avec des exigences côté palestinien. Il va exiger de Mahmoud Abbas de ne pas quitter la table des négociations avant les 9 mois incombés. Il va être entendu par la délégation palestinienne? Bien sûr, ils vont l'entendre, mais les Palestiniens souhaitent que la position de la France soit toujours juste. C'est les Palestiniens qui sont sous l'occupation, c'est les Palestiniens qui attendent le retrait de l'armée israélienne de ces territoires. Et les Palestiniens souhaitent que la France continue de garder la position qui le déclare toujours deux États, surtout l'État palestinien viable, avec Jérusalem-Est comme capitale. Est-ce que, Chihab Amjad, les Palestiniens misent plus d'espoir aujourd'hui en la France qu'en les Américains quant aux négociations avec Israël? Toujours les Palestiniens ils sont plus côté français que côté américain. L'histoire montre que les États-Unis ont soutenu beaucoup plus Israël que les Palestiniens. Alors, dernière question, Chihab Amjad, la France, on le sait, est le premier pourvoyeur de fonds de l'autorité palestinienne. Est-ce que François Hollande devrait annoncer aujourd'hui d'autres donations aux Palestiniens? On espère, mais le problème, ça reste, c'est qu'on arrive à avoir une solution équitable et juste avec les Israéliens, pour qu'on arrête de compter sur les autres. Et c'est la plus importante pour nous, c'est avoir une solution politique équitable pour qu'on arrive à la fin de créer un État viable et construire notre propre économie et qu'on arrête de compter sur les aides extérieures. Mais
Et toutes les aides côté de France est les bienvenues. Merci beaucoup, Chihab Amjad, d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette émission. Nous continuerons évidemment de suivre la visite de François Hollande sur notre antenne. Ne bougez pas, restez avec nous tout de suite. Un nouveau journal. Passez une très belle journée. Portez-vous bien.